Pocket Audio présente L'Arbre des possibles et autres histoires de Bernard Werber. Narration Bernard Werber et Albert Miller. Quand j'étais petit, mon père me racontait toujours une histoire avant de me coucher. Et j'en rêvais la nuit. Par la suite, chaque fois que le monde me semblait trop compliqué, j'inventais un conte où je mettais en scène les éléments de mon propre problème. Ce qui m'apportait un apaisement immédiat. À l'école, les autres enfants me demandaient d'imaginer des histoires pour eux. Elles commençaient souvent par « Il ouvrit la porte et fut frappé de stupeur ». Avec le temps, ces récits sont devenus de plus en plus fantastiques. Puis cela devint un jeu dont la seule règle consistait à poser une problématique et trouver une manière inattendue de la résoudre. Après mon premier roman, j'ai envie d'entretenir ma capacité d'inventer rapidement une histoire en consacrant 1 heure le soir à la rédaction d'une nouvelle. Cela me détendait de ma matinée consacrée à l'écriture de gros romans. L'inspiration de ces nouvelles vient, en général, d'une observation lors d'une promenade, d'une conversation avec un ou une amie, d'un rêve, d'une contrariété que je veux exorciser à travers une histoire. Le mystère des chiffres m'a été inspiré par une discussion avec mon petit-neveu. Selon lui, il existait une hiérarchie dans sa classe entre ceux qui savent compter jusqu'à 10 et ceux qui peuvent compter au-delà. L'idée de noir m'est venue en observant un vieil homme contraint par un passant trop attentionné de traverser la rue malgré lui. La dernière révolte a été rédigée après la visite d'un hospice pour personnes âgées. Les univers clos et cachés, prisons, hôpitaux, psychiatriques ou abattoirs, m'ont souvent servi de décor révélateur de l'état de nos sociétés modernes. L'ami silencieux a été écrit après une discussion avec le professeur Gérard Mzalag, biologiste à la pointe des recherches mondiales sur le vivant. La découverte scientifique évoquée dans cette nouvelle est peu connue, mais bien réelle. Certains éléments de « Apprenons à les aimer » sont la matière d'un projet de pièce de théâtre intitulé pour l'instant « Nos amis les humains ». Utiliser le regard d'être différent pour parler de nous, les humains, m'a toujours semblé intéressant. C'est une source inépuisable de réflexion dans tous les sens du terme. J'ai déjà utilisé cette technique du regard exotique sur l'humanité dans Les Fourmis, lors de la scène où mon héroïne, 103e, essayait d'interpréter les comportements humains en regardant les actualités télévisées, et aussi dans l'Empire des Anges, quand Michael Pinson observe les mortels depuis le paradis et est désolé de constater qu'ils ne font qu'essayer de réduire leur malheur au lieu de construire leur bonheur. Les fourmis, les anges, 2 points de vue complémentaires sur l'homme observés depuis l'infiniment bas ou l'infiniment haut. Ici, ce serait plutôt l'infiniment différent. L'Arbre des possibles est une invention à laquelle je songe depuis que je me suis fait battre aux échecs par mon ordinateur. Si ce tas de ferraille est capable de prévoir tous les coups à venir de la partie, pourquoi ne pas essayer de le nourrir de la totalité de notre savoir humain, ainsi que de toutes les hypothèses de futur, pour qu'il nous propose des évolutions logiques dans le court, le moyen et le long terme. L'école des jeunes dieux présente une esquisse de mon prochain roman, qui constituera la suite de l'Empire des Anges. Il pose la problématique de l'éducation et de la vie au quotidien du ou des dieux qui nous dirigent. Ces nouvelles sont aussi une manière de vous présenter la genèse de mes romans. Chacune de ces histoires présente une hypothèse poussée jusqu'à son extrême. Si on envoyait une fusée vers le soleil, si une météorite tombait sur le jardin du Luxembourg, si un homme arrivait à avoir une peau transparente. J'aimerais être à vos côtés pour vous les raconter au creux de l'oreille. Fragrance. La chose ressemblait à une météorite, mais c'était probablement la première fois qu'une météorite s'abattait au beau milieu du jardin du Luxembourg, en plein centre de Paris. Le choc fut terrible. Par ce clair matin du mois de mars, tous les immeubles des environs furent secoués comme si une bombe avait explosé à proximité. Par chance, la météorite atterrit aux aurores, et il n'y eut que peu de victimes. 3 promeneurs solitaires identifiés comme étant des revendeurs de drogue. De toute façon, que faisaient-ils sitôt au beau milieu du jardin du Luxembourg? On déplora aussi le décès de quelques personnes à la santé fragile que le bruit avait effrayé au point de provoquer des crises cardiaques. Ce qui est étonnant, c'est que la chose n'ait pas causé plus de dégâts.
dit un éminent scientifique. C'est comme si cette météorite avait été non pas lancée, mais déposée sur notre sol. Il fallait quand même affronter un problème majeur. Il existait désormais au cœur d'un des espaces verts les plus célèbres du monde, un rocher d'à peu près 70 mètres de diamètre. Les badauds s'attroupèrent. Mais ça pue, se récria quelqu'un. Et c'était vrai. Cette météorite empestait. Les astronomes, appelés à la rescousse, expliquèrent que parfois les météorites traversaient dans leur chute des nuages interstellaires composés de soufre, d'où peut-être cette odeur pestilentielle. Toujours avides de formules choc, les journaux n'hésitèrent pas à qualifier le rocher de « déjection de l'espace ». Et déjà le public essayait d'imaginer à quel gigantesque extraterrestre pouvait appartenir ce titanesque étron. Lorsque le vent arrivait en provenance du nord, tous les quartiers sud étaient submergés d'effluves nauséabonds au point d'en incommoder la population. On avait beau fermer hermétiquement portes et fenêtres, il flottait toujours un infâme relent irritant les narines. Une odeur âcre, lourde, terrible. Pour se protéger, les femmes s'inondaient de parfums capiteux. Les hommes s'affublaient de masques en plastique poreux ou de filtres à charbon actif à peine plus discrets que les véritables masques à gaz. Lorsque les gens rentraient chez eux, leurs vêtements restaient imprégnés de cette puanteur tenace. Il fallait les laver plusieurs fois à grande eau pour les rendre de nouveau portables. Chaque jour, l'odeur devenait plus suffocante. On avança l'hypothèse que peut-être une masse organique en décomposition occupait l'intérieur de la météorite. Même les mouches, dégoûtées, préféraient s'éloigner. Nul ne pouvait rester indifférent à tant de malignité olfactive. Les parois nasales s'irritaient, les gorges s'enflammaient, les langues s'alourdissaient. Les asthmatiques étouffaient, les enrhumés n'osaient plus respirer par la bouche, les chiens hurlaient à la mort. Au début, la météorite fit figure d'attraction internationale que les touristes venaient visiter, mais bientôt, la crotte de l'espace devint le problème numéro 1 de la ville de Paris, puis de la France. Les habitants avaient déserté les environs du jardin du Luxembourg. Plus question d'aller y pratiquer son jogging du dimanche. Les loyers se mirent à baisser, et comme la masse puante ne cessait d'élargir son champ méphitique, la population s'exila de plus en plus loin du centre de la capitale sinistrée. La voirie municipale s'efforça, bien sûr, de déplacer l'objet avec des grues et des treuils pour expédier la roche dans la Seine. Peut-être de là, la chose flotterait-elle jusqu'à l'océan. Et tant pis pour les risques de pollution. « Tirons la chasse !» s'exclama le maire. Cependant, aucun moteur ne se révéla capable de soulever cet étron de 70 mètres de diamètre. On tenta alors de le faire exploser. Mais le roc était si dense que rien ne parvenait à le briser ni même à le rayer. Il fallut se résoudre à supporter cette indestructible masse puante. Un jeune ingénieur, François Chavignol, émit alors une idée. Puisqu'on ne peut ni le déplacer, ni la briser, enfermons-la dans du béton pour empêcher l'odeur de se répandre. Aussitôt dit, aussitôt fait. Comment n'y avait-on pas pensé plus tôt? Le maire ordonna ce qu'on appela plus tard l'opération enrobage. On fit venir de tout le pays les bétonneuses les plus rapides, les ciments les plus solides, et l'on en enduisit la météorite d'une épaisse couche de 10 centimètres. Et pourtant, elle continua à puer. On étala une couche supplémentaire de 20 centimètres. Ça puait toujours. Les couches s'ajoutèrent aux couches. Du ciment colmata le ciment. Au ciment succéda le béton. Au bout d'un mois d'efforts, la surface de la météorite était recouverte de béton sur 1 mètre d'épaisseur. Le tout ressemblait à un cube aux angles arrondis. L'affreuse odeur régnait encore.
Le béton était trop poreux, diagnostiqua le maire. Il faudrait trouver une substance moins perméable. Chavignol suggéra le plâtre, qui possédait, selon lui, des vertus absorbantes supérieures. Il agirait comme une éponge à mauvaise odeur. L'échec fut patent. On recouvrit le plâtre avec de la laine de verre. En alternant une couche de laine de verre et une couche de plâtre, nous obtiendrons une double paroi comme pour les immeubles. Le cube prit une forme un peu plus ovale, mais n'en pua pas moins. Il nous faut un matériau qui ne laisse pas filtrer la moindre once de gaz, gronda le maire. Les fronts se plissèrent. Quel matériau pouvait contenir pareille pestilence? Le verre! S'exclama Chavignol. Comment n'y avait-on pas pensé plus tôt? Le verre! Cette substance compacte, lourde, imperméable, constituerait la plus protectrice des armures. Des ouvriers fondirent de la silice jusqu'à obtenir une pâte orange et chaude dont on recouvrit les 70 mètres de diamètre de la météorite. Béton, plâtre et laine de verre avaient évidemment grandi le monument. Quand le verre eut refroidi, la météorite ressembla à une grande bille parfaitement sphérique, claire et lisse. Malgré son volume, l'objet n'était pas dénué d'une certaine beauté. Enfin, l'odeur disparut. Le verre était venu à bout de l'infection. Partout dans Paris, ce fut la liesse. Les gens jetaient en l'air leurs masques à gaz et leurs filtres à charbon. Les habitants revinrent des banlieues et des bals s'organisèrent un peu partout dans la cité. Une farandole se forma autour de la sphère nacrée. De puissants projecteurs éclairaient la paroi sphérique et déjà les Parisiens parlaient du monument du Jardin du Luxembourg comme de la 8e merveille du monde, ramenant la statue de la liberté à une simple petite sculpture, tant sa taille était infime face à la météorite. Le maire prononça une allocution au cours de laquelle, non sans humour, il signala qu'il était normal que ce gros ballon siège dans la ville dotée de la meilleure équipe de football du pays. On l'applaudit à tout rompre. Dans un éclat de rire, toute la souffrance fut oubliée. François Chavignol reçut la médaille de la ville et les flashs des photographes crépitèrent pour immortaliser le jeune scientifique auprès de la gigantesque boule lisse. Ce fut le moment que choisit, dans une autre dimension de l'espace, Glapnawet, le bijoutier extraterrestre, pour récupérer son déchet. Fantastique! S'exclama la cliente centaurienne. Je n'avais jamais vu une aussi belle perle de culture. Comment l'avez-vous façonnée? Glapnawet sourit finement. C'est mon secret. Vous n'utilisez plus les huîtres? Non. J'ai imaginé une autre technique qui donne davantage d'épaisseur et de brillant. Les huîtres, certes, enduisent les déchets de nacre, mais le polissage n'est pas parfait, tandis qu'avec mon nouveau procédé, regardez, le travail est admirable. La cliente enchâssa la loupe sur le plus proche de ses 8 yeux globulaires et constata en effet la délicatesse de l'objet. Sous la loupe bleue, la perle étincelait de 1000 feux. Elle n'avait jamais rien admiré de plus divin. « Mais vous vous servez d'un animal ou d'une machine ?» interrogea-t-elle très intéressée. Le bijoutier arbora un air mystérieux qui fit mauvir ses oreilles poilues. Il souhaitait conserver le secret de son invention. Comme la cliente insistait, cependant, il chuchota « J'utilise des animaux, de tout petits animaux qui savent fabriquer les perles mieux que les huîtres. Voilà !»
Je vous la mets dans un écrin ou vous avez envie de la porter tout de suite? Je prendrai un écrin. La cliente centaurienne fut un peu effrayée du prix qu'exigeait le marchand, mais elle avait réellement envie de ce joyau. Assurément, cette perle parfaite ferait merveille dans ses soirées centauriennes. Elle voyait déjà comment placer ce bijou entre ses 8 seins lors de la prochaine fête. Dès le lendemain, armé d'une pince à épiler, le bijoutier Glapnawet s'empressa de réexpédier une saleté au beau milieu du jardin du Luxembourg. Plus grosse, plus parfumée, exactement au même endroit que la précédente. Et pour augmenter sa productivité, il en plaça également une sur la place Rouge, à Moscou, une à Central Park, à New York, une autre sur la place Tiananmen, à Pékin, et sur Piccadilly Circus, à Londres. Sa fortune était faite. Si tout allait bien, il cultiverait de 50 à 100 perles l'an sur cette petite planète bleue du système solaire. La production ne lui coûtait pratiquement rien. Il suffisait d'une simple boule puante achetée dans un magasin de farces et attrapes et le tour était joué. Bien sûr, il fallait ensuite se laver soigneusement les mains pour faire disparaître la mauvaise odeur, mais le jeu en valait la chandelle. La cliente centaurienne fit admirer à ses amis la perle de culture acquise chez le bijoutier Glapnawet. Aussitôt, toutes désirèrent la même. L'arbre des possibles. Hier, les actualités télévisées étaient atroces. Ensuite, j'ai mal dormi. Je me suis réveillé plusieurs fois en sueur, le corps brûlant. Lorsqu'enfin j'ai pu sombrer dans un sommeil plus profond, j'ai rêvé d'un arbre qui étendait en accéléré ses branchages vers le ciel. Son tronc s'élargissait, se tordait et craquait, alors que les feuilles apparaissaient, foisonnaient puis tombaient, laissant la place à de nouveaux bourgeons. En s'approchant, on voyait sur son écorce des milliers de petits points noirs qui grouillaient. Ce n'étaient pas des fourmis, mais des humains. Et en s'approchant, on les voyait bébés, ramper à 4 pattes, puis se lever, devenir enfants, adultes, puis vieillards. Pour eux aussi, le temps s'accélérait. De plus en plus de points noirs ruisselaient sur l'écorce de cet arbre géant. Et au fur et à mesure que l'arbre s'étendait, leur nombre croissait. Les humains formaient de longues files qui sillonnaient les ramures, s'arrêtant parfois à l'apparition d'une branche. Ils avançaient jusqu'aux feuilles, les contournaient ou essayaient de monter dessus. Parfois la feuille tombait et tous les humains chutaient avec elle. Cette nuit j'ai rêvé d'un arbre et ce matin cela m'a donné une idée. Peut-être y a-t-il des cycles dans l'histoire. Peut-être certains événements sont-ils prévisibles pour peu qu'on réfléchisse à ce qu'il s'est déjà passé. Certains futurologues ont jadis avancé des hypothèses. Ils ont remarqué que tous les 11 ans il se produit une recrudescence de violence à l'échelle planétaire. Ils ont même associé ce phénomène aux giclées de magma sur la surface du Soleil. Tous les 7 ans, les cours de la bourse chutent. Tous les 3 ans intervient une accélération du nombre des naissances. Évidemment, ce n'est pas si simple. Mais pourquoi se priverait-on d'anticiper le futur? Peut-être évitera-t-on des catastrophes en étudiant le passé. Peut-être prévoira-t-on certaines situations en étudiant les courbes d'évolution logiques ou probables. Depuis longtemps, les spécialistes discutent de la croissance démographique exponentielle des humains sur Terre. Et à chaque fois, ils prétendent que la situation n'est pas alarmante puisque nous parvenons à produire de plus en plus de nourriture. Or nous savons maintenant que cette nourriture est appauvrie en vitamines et en oligo-éléments parce que nous avons épuisé les terres en utilisant trop d'engrais. La Terre est-elle suffisamment riche pour nourrir une humanité qui double tous les 10 ans? Ne risque-t-on pas de connaître des guerres de survie? Pourrions-nous mettre ces facteurs en équation afin de prévoir les changements qu'ils entraîneraient dans le futur? Ce matin, j'ai imaginé que des hommes et des femmes venus de tous les horizons de la connaissance, sociologues, mathématiciens, historiens, biologistes, philosophes, politiciens, auteurs de science-fiction, astronomes, se réunissaient dans un lieu isolé de toute influence. Ils formeraient un club, le club des visionnaires. J'ai imaginé que ces spécialistes discuteraient et tenteraient de mêler leur savoir
et leur intuition pour établir une arborescence, l'arborescence de tous les futurs possibles pour l'humanité, la planète, la conscience. Ils pourraient avoir des avis contraires, cela n'aurait aucune importance. Ils pourraient même se tromper. Peu importe qui aurait raison ou tort, ils ne feraient qu'accumuler sans notion de jugement moral les épisodes possibles de l'avenir de l'humanité. L'ensemble constituerait une banque de données de tous les scénarios de futur imaginables. Sur les feuilles de l'arbre s'inscriraient des hypothèses, si une guerre mondiale éclatait, ou si la météorologie se déréglait, ou si l'on se mettait à manquer d'eau potable, ou si on utilisait le clonage pour engendrer de la main-d'œuvre gratuite, ou si on arrivait à créer une ville sur Mars, ou si on découvrait qu'une viande a provoqué une maladie contaminant tous ceux qui en ont consommé, ou si on réussissait à brancher les cerveaux directement sur les ordinateurs, ou si des matières radioactives commençaient à suppurer des sous-marins nucléaires russes coulés dans les océans. Mais il pourrait y avoir aussi des feuilles plus bénignes ou plus quotidiennes, comme si la mode des mini-jupes revenait, ou si on abaissait l'âge de la retraite, ou si on réduisait le temps de travail, ou si on abaissait les normes de pollution automobile autorisées. On verrait alors, sur cet immense arbre, se déployer toutes les branches et les feuilles du futur possible de notre espèce. On verrait aussi apparaître de nouvelles utopies. Ce travail d'apprenti visionnaire serait entièrement représenté dans ce schéma. Évidemment, il n'aurait pas la prétention de prédire l'avenir, mais en tout cas l'avantage de désigner les enchaînements logiques d'événements. Et à travers cet arbre des futurs possibles, on distinguerait ce que j'ai appelé la VMV, voie de moindre violence. On verrait qu'une décision impopulaire sur le moment peut éviter un gros problème à moyen ou long terme. L'arbre des possibles aiderait ainsi les politiciens à surmonter leur peur de déplaire pour revenir à plus de pragmatisme. Ils pourraient déclarer « L'arbre des possibles montre que si j'agis en ce sens, cela aura des conséquences pénibles dans les médias, mais nous échapperons à telle ou telle crise, tandis que si je ne fais rien, nous risquons probablement telle ou telle catastrophe. » Le public, moins apathique qu'on ne se le figure généralement, comprendrait et ne réagirait plus de manière épidermique, mais en tenant compte de l'intérêt de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Certaines mesures écologiques difficiles à prendre deviendraient plus acceptables. L'arbre des possibles aurait pour vocation non seulement de permettre de détecter la VMV, mais aussi de passer un pacte politique avec les générations à venir en vue de leur laisser une terre viable. L'arbre des possibles nous aiderait à prendre des décisions rationnelles et non plus émotionnelles. L'arbre des possibles serait immense en largeur et en profondeur. Si on devait le dessiner, on obtiendrait probablement une arborescence qui couvrirait une très vaste étendue. C'est pourquoi ce matin j'ai imaginé d'utiliser un programme informatique capable de représenter toutes les branches et de les visiter. J'ai pensé qu'il serait possible de se servir d'un moteur un peu similaire à ceux des programmes de jeux d'échecs qui prévoient plusieurs coups à l'avance et leurs réponses probables. Il suffirait d'introduire un facteur dans le programme pour que la machine calcule son implication sur tous les autres facteurs. En quoi la feuille, si on réduisait le temps de travail, peut-elle agir même directement sur la feuille si une troisième guerre mondiale éclatait ou si la mode des mini-jupes revenait. Ce matin, j'ai imaginé que l'arbre des possibles était installé sur une île dans une grande bâtisse, avec au centre un ordinateur entouré par des salles de réunion, de discussion, de détente. Les spécialistes du savoir seraient enchantés de venir l'arroser de leurs connaissances lors de courts séjours. J'ai pensé au plaisir qu'auraient ces chercheurs à réduire la violence future et assurer le confort des générations suivantes. Bon, c'est une idée comme ça que je lance en l'air. Je pense que ce soir je dormirai mieux. J'essaierai d'en trouver d'autres. Du pain et des jeux. Après la Coupe du Monde de 2022, l'humanité entière fut gagnée par la fièvre du ballon rond et ce sport s'imposa comme la meilleure façon de régler les problèmes internationaux. Grâce à lui, les pays les plus pauvres, les plus petits ou les plus inconnus furent capables d'accéder au rang des nations du premier ordre. Dans ce stade, on avait désormais la possibilité de se livrer à un simulacre de guerre pendant 1h30, sans jamais avoir recours aux armes. Les Birmans pouvaient battre les Espagnols, les Rwandais écraser les Américains, les Finlandais venir à bout des Brésiliens. Le football permettait au peuple de briller à la face du monde sans tenir compte des différences de langue, de religion, de culture ou de richesse.
Très vite, le moindre tournoi de dimension planétaire garantissait un audimat record. On estima que le dernier match avait mobilisé 2 milliards de spectateurs, un tiers de l'humanité, 2 milliards de personnes qui, à la même seconde, avaient détesté le même joueur parce qu'il avait fait un tackle à un autre, qui avaient espéré ou craint qu'un penalty soit marqué, 2 milliards de personnes qui, pendant la durée d'un match, oubliaient leurs problèmes quotidiens. Le phénomène se développa et une première métamorphose d'importance fut constatée. Les effets du football se diversifiaient. La pratique dépassa le simple jeu pour devenir une sorte d'analgésique destiné à l'humanité souffrante. En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, la planète vibra d'un même élan aux trajectoires aléatoires du modeste ballon de cuir. Après quelques matchs, les règles de ce jeu commencèrent à paraître simplistes, surtout au regard des passions déchaînées. 22 joueurs, un terrain exigu de 100 mètres de long sur 50 de large, cela semblait vraiment étriqué. D'autant que lors de la fameuse finale Italie-Brésil de 2022, aucune équipe n'étant parvenue à marquer, le match s'était terminé par des tirs au but. Décevant. Il convenait donc d'accroître les difficultés. Dans un premier temps, on imagina de doubler la taille du terrain et le nombre des joueurs, ce qui fournissait déjà un bon niveau de complexité supplémentaire. À 22 contre 22, des groupes de 10 ou 12 pouvaient simultanément mener une attaque contre une défense de 14 ou 15 joueurs. Puis on modifia le relief du terrain. On ajouta tumulus, mares, bassins de sable. Les attaquants avaient désormais toute latitude pour se cacher derrière une dénivellation, ballon au pied, tandis que les défenseurs ratissaient les alentours. Parfois, le ballon tombait dans une mare ou un ruisseau, et les plus courageux devaient s'y précipiter pour le récupérer. Parfois, la balle s'enfonçait dans une sablière. Les joueurs ne la dégageaient qu'en provoquant des geysers, un peu comme des golfeurs dans les bunkers. Superbe occasion pour les photographes. Enfin, chaque joueur fut muni d'un téléphone portable. Au fur et à mesure de sa progression, il signalait sa position à ses équipiers, puis à son capitaine qui, aussitôt, donnait des ordres en conséquence. Par la force des choses, se développèrent peu à peu de nouvelles stratégies, toujours plus sophistiquées, qui donnèrent au football moderne la physionomie d'une partie d'échecs en 3 dimensions. Un nouveau public s'enthousiasma ainsi pour ce sport. L'audimat de la Coupe du Monde de 2026 passa de 2 à 3 milliards de téléspectateurs, soit la moitié de l'humanité. On constata une baisse générale des conflits durant les matchs, comme si le fait d'observer des joueurs se défier sur une pelouse suffisait à faire perdre l'envie de trucider son prochain sur des terrains non reconnus par les fédérations mondiales. Dès lors, les stades se multiplièrent et s'agrandirent. Des conflits considérables se réglèrent par le truchement d'un seul match de foot, un peu à la manière dont les Horaces et les Curiaces s'étaient affrontés dans l'Antiquité. Pourquoi martyriser 10 000 personnes quand il suffisait de dépêcher 22 champions pour trancher un dilemme? Certains pays choisirent même pour enjeu la possession d'un territoire ou d'une zone minière. Les champions devinrent des héros absolus. On les couvrit d'honneur et d'argent. Leurs posters ornèrent les chambres des adolescents. Les plus belles femmes les convoitaient. Même les têtes d'affiche de la télévision, de la chanson et du cinéma ne pouvaient rivaliser avec leur gloire. Naturellement, devant l'ampleur de ce succès, on construisit de nouveaux stades toujours plus grands, plus complexes. On augmenta encore le nombre des joueurs, 44 contre 44. En plus du capitaine, chaque équipe disposait maintenant de 2 lieutenants, 3 commandants, 6 sergents. Ce n'étaient plus des mottes de terre ou des tumulus, mais des petites collines qui structuraient la pelouse. Les mares et les ruisseaux qui striaient l'espace du jeu furent remplacés par des lacs, des rivières et des torrents glacés. On ajouta aussi des marécages, des sables mouvants, des jungles épaisses, dont on ne pouvait se dégager qu'à la machette. Certains joueurs furent équipés de réacteurs dorsaux, grâce auxquels ils s'élevaient au-dessus du sol.
Les avant-centres revêtirent des tenues camouflées, ce qui leur permettait de surgir d'un coup hors du sol ou de derrière un arbre, à la grande surprise de l'adversaire. Seule règle inchangée, l'interdiction absolue du contact avec les mains. Dans l'eau, la boue ou les airs, dans les jungles, les joueurs déployaient des trésors d'ingéniosité pour ne pas commettre la faute irréparable. Au fil des rencontres, les meilleurs réalisateurs de cinéma finirent par remplacer ceux de la télévision. Ils s'en donnaient à cœur joie pour découvrir de nouveaux angles de prise de vue, produire des images surprenantes, des effets spectaculaires. Grâce à des caméras dotées de puissants téléobjectifs, les téléspectateurs voyaient la sueur de l'effort et de l'angoisse perler sur le front des joueurs. À leur tour, les entraîneurs furent remplacés par des champions de la stratégie issus des grandes écoles militaires. Avant chaque partie, des états-majors de 10 ou 12 personnes se réunissaient pour étudier des tactiques nouvelles et inventer des techniques de passe capables de déconcerter l'adversaire. On allongea le temps des parties. 6 heures pour un match permettait de mieux développer combinaisons complexes et offensives séduisantes. Parallèlement, les joueurs durent accroître leur masse musculaire. Leur alimentation était calculée à 1 calorie près, leur entraînement digne des meilleurs athlètes. Après l'extension du terrain et l'augmentation du nombre des joueurs, on imagina d'inclure des femmes dans les équipes, histoire d'ajouter une note de fraîcheur aux parties. En fait, il s'agissait surtout d'améliorer la diversité des images télévisées. Ces femmes étaient des reines du bodybuilding. Certaines, comme Killing Lily, se révélèrent de fameuses dribbleuses, bien supérieures à la plupart des hommes. Killing Lily parvenait, grâce à ses réacteurs dorsaux, à exécuter d'incroyables sauts périlleux tout en fusillant les cages de la fameuse Fortress Josaphat, une gardienne de but bulgare, ex-championne de patinage. Mais ça n'a rien à voir. Qui, la première fois, eut l'idée d'utiliser un radar pour voir venir le ballon lorsqu'il était caché par des troupes d'avant-centre trop bien camouflées. Tout allait donc pour le mieux et le public était ravi. Au fil du temps, le football se développa de manière exponentielle. Jusqu'à ce fameux matin de mars 2030, date de la finale mondiale opposant 2 pays inattendus, la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande. Ce jour-là, la sophistication de ce sport était parvenue à son apogée. Les 2 équipes disposaient désormais d'une île volcanique de 50 km². Le nombre des joueurs atteignait 321 hommes et femmes. Quant à la durée d'un match, il était carrément passé à 1 journée pleine, la partie commençant à 8 heures du matin et finissant à 8 heures du soir. Tous les coups étaient permis, même les plus tordus. Ainsi, la position des buts fut-elle laissée à la discrétion des équipes. Côté thaïlandais, on choisit un espace enfoui au fond d'un puits, dont le seul accès se situait au cœur d'un château perché à 130 mètres d'altitude. Côté néo-zélandais, on installa la cage dans une grotte sous-marine uniquement accessible en apnée par un couloir aquatique. Plus besoin de faire parvenir la balle avec les pieds. Il suffisait de la transmettre d'une manière ou d'une autre, du moment qu'on ne la touchait pas avec les mains. Le ballon avait été truffé de minuscules caméras, de sorte que seul le joueur qui le détenait et les téléspectateurs, devant leur écran, savaient où il se trouvait. Quant à l'ensemble du match, il était retransmis par des centaines d'autres caméras réparties dans l'île et logées dans une centaine de dirigeables téléguidés filmant depuis les airs. Le capitaine de l'équipe thaïlandaise s'appelait Arao Beng, un petit homme malin, rapide et très cruel. Le capitaine de l'équipe néo-zélandaise était une superbe jeune fille, Linda Foxbit, ex-Miss Océanie, ex-agent secret et surtout top modèle en vogue des magazines hawaïens. Ce match
de la Coupe du Monde 2030 était en tout point exceptionnel. D'abord parce que pour la première fois, les joueurs étaient autorisés à se blesser, voire à se tuer, si les nécessités de jeu l'imposaient. Ensuite, parce que le jour de la rencontre avait été décrété férié à l'échelle de la planète. Enfin, parce qu'une multitude de sponsors avaient investi sur le lieu même de la partie. Pas un arbre, une souris, ni un oiseau n'avait été épargné. Chaque feuille, poil ou plume portait le nom d'une marque de cigarettes, de soda ou de cosmétiques. Pour parvenir en finale, les Néo-Zélandais avaient dû éliminer les Indonésiens. 1-0, 24 morts et 58 blessés. Les Hongrois, 2-1, 8 morts, 11 blessés. Les Croates, les Kenyans, les Grecs, les Libyens, les Péruviens. De leur côté, les Thaïlandais avaient écrasé les Américains. 4-2, 35 morts, 12 blessés. Les Japonais, les Russes, les Monégasques. Un match équipe pour un modeste 1-0, 67 morts et pas de blessés. Sans oublier les petites équipes qui avaient participé aux éliminatoires et s'étaient fait exclure avec plus ou moins de pertes. Pour cette finale, chacun des deux camps avait eu la possibilité de choisir une ville comme capitale de base. Au centre se trouvait une métropole neutre où pouvaient librement intervenir et manœuvrer les espions. À peine le sifflet de l'arbitre eut-il retenti que l'action démarra. Le ballon que l'on avait caché dans une consigne de la gare neutre fut instantanément retrouvé par le Néo-Zélandais, plus précisément par le 3/4 avant-centre Billy Maxwell. Il tenta aussitôt de le transmettre au 3/4 L. James Sommer, camouflé en policier, mais celui-ci se fit descendre d'une flèche au curare qu'une petite taille, l'avant-centre Dai Winei, portant le numéro 164, avait tiré grâce à une sarbacane à soufflerie électrique. Ayant récupéré le ballon, Dai Winei le déposa dans sa voiture de course tout-terrain et se précipita à la pizzeria de la ville neutre centrale. Là, Dai Winei tenta une passe en direction de son capitaine Arao Bang, mais le ballon fut discrètement intercepté par l'agent néo-zélandais Cord Winner, jadis connu pour ses activités de pickpocket. Jusqu'alors, les robots caméras volants avaient pu suivre le match sans grande difficulté, mais hélas, tout se détériora subitement. Le capitaine thaïlandais découvrit que la passe de son équipière avait échoué et dans le même temps prit conscience que le ballon avait disparu, volatilisé. Ses radars ne transmettaient plus d'images, signe que la balle était probablement tombée dans une cache sombre ou un trou profond. L'équipe dut faire appel à un détecteur cuir-métaux pour la localiser. Enfermé dans le train de 19h05, le ballon fonçait à 120 km/h vers les buts thaïlandais. Grâce à ses téléphones portables, l'équipe asiatique put avertir la horde de l'aile droite qui, à cheval et sabre au clair, attaqua le wagon. Mais les Néo-Zélandais avaient prévu une parade en installant sur les toits du convoi une batterie de mitrailleuses et des lanceurs de micro-missiles à tête chargeuse alpha. La voie ferrée devint le théâtre d'un sublime canardage. Virtuoses de la cavalcade, les terribles égorgeuses thaïlandaises sautèrent de leur monture et, profitant de la fumée et du tohu-bohu, s'introduisirent dans les wagons. L'une d'elles s'avisa qu'un prêtre presbytérien naturalisé néo-zélandais dissimulait le ballon sous sa soutane. Elle le lui subtilisa, non sans avoir préalablement fendu en deux le corps du saint homme d'un coup de sabre. Au même moment, l'arbitre siffla un penalty, estimant qu'une tricherie s'était produite. En effet, les Thaïlandais ne pouvaient avoir découvert l'emplacement du ballon à l'aide du détecteur cuir-métaux. Il fallait qu'ils aient aussi regardé la télévision ou que quelqu'un leur ait transmis l'information de l'extérieur, ce qui était strictement interdit. Pour le penalty, on requit un nouveau clergéman, néo-zélandais de souche, et on le fit avancer avec le ballon jusqu'au château thaïlandais. Le saint homme de remplacement n'eut pas plus de chance que son prédécesseur. Les joueurs thaïlandais le mirent en charpie et repartirent avec un autre train qui passait par hasard.
Hélas pour eux, à peine embarqués, un joueur néo-zélandais en short, même pas armé, leur reprit le ballon et se mit à dribbler en avançant vers leur camp. Consternation dans les rangs asiatiques. Comment l'homme avait-il franchi les barrages? Il fallut un piège à tigre du Bengale fait de bambou taillé pour l'arrêter dans sa course. Le ballon fut aussitôt récupéré par un autre joueur néo-zélandais camouflé en faux rocher et qui parvint à remonter dans un train partant en sens inverse. À cet instant, la défense thaïlandaise fut prise de panique. Elle envoya une escouade d'Amazones en deltaplane bombarder le train. Initiative qui aurait pu aboutir sans l'intervention inopinée de McMoarty. La baronne d'une grande éloquence avait déjà quitté le convoi, ballon en main, et amadoué le gardien de l'entrée du château thaïlandais grâce à quelques baisers astucieusement placés. Joli coup! L'altière McMoarty put ainsi pénétrer dans la bâtisse. Mais c'était sans compter avec la diabolique hargne du capitaine thaïlandais Arao Beng. Il fit enlever la jeune femme et exigea qu'on lui livre le ballon, sinon il la précipiterait depuis la plus haute tour de son manoir dans un lac regorgeant de crocodiles aux dents cariées. Arao Beng méritait vraiment sa réputation de capitaine le plus cruel du football moderne. L'ailière était suffisamment difficile à remplacer pour que les Néo-Zélandais cèdent. La balle revint donc une fois de plus entre les pieds de l'équipe thaïlandaise qui dégagea le plus loin possible en se servant d'une catapulte pneumatique. Alors, la partie s'accéléra. Le ballon fut intercepté en vol par un missile air-air qui le renvoya dans le château thaïlandais. À la réception, l'ailière McMoarty réussit cette fois à pénétrer dans le grand salon du château en passant par les douves et le service pressing. Là, l'habile ailière séduisit un groom et après une séance érotique torride qui choqua le jeune public, se fit guider en direction des buts secrets de l'équipe thaïlandaise. Dans toute la Thaïlande, ce ne fut qu'un immense et interminable cri de dépit. Le malheureux groom fut copieusement hué. Probablement irait-il, après le match, s'exiler en Nouvelle-Zélande, seul refuge possible pour lui et sa famille. Arao Beng s'aperçut trop tard de la manœuvre. Il voulut à nouveau capturer l'espionne, mais un arbitre en embuscade siffla un corner, contraignant les deux adversaires à souper ensemble. Évidemment, la baronne tenta un dribble en introduisant un puissant soporifique dans le verre du capitaine ennemi. Mais celui-ci, malin, inversa les verres. Dans le doute, l'ailière s'abstint de boire. Arrivèrent les hors-d'œuvre. L'arbitre obligea les deux joueurs à manger les aliments présentés, sous peine de disqualification. Ce fut le moment que choisit la baronne pour tenter de placer sa botte secrète. Elle sortit de son sac à main un petit cochon d'Inde dressé dont les incisives avaient été enduites de soporifique. Mais l'animal s'endormit et l'arbitre siffla une faute car on n'avait pas le droit d'utiliser des animaux dressés. Arao Beng jubila, reprit le ballon du pied droit, alors que de la main gauche, il saisissait une hallebarde à double tranchant. L'ailière n'eut que le temps de sortir son nunchaku. Un duel féroce s'ensuivit. Nunchaku contre hallebarde, la baronne était en difficulté. C'est alors que Linda Foxbit, haletante et échevelée, épuisée d'avoir fait l'amour avec tous les gardes thaïlandais, accourut au secours de son ailière droite. À 2 contre 1, le combat parut plus équilibré. Tandis que fusaient les gémissements des gardiens thaïs, empalés sur les tours du château pour avoir laissé passer le capitaine ennemi, la liesse soulevait les milliards de téléspectateurs. La planète tout entière suivait avec fièvre chaque seconde de cet événement, à côté duquel le dernier James Bond ou la guerre en Afghanistan faisait figure de récréation pour enfants frappés par la maladie du sommeil. Les paris pleuvaient, des sommes si énormes circulaient que la bourse mondiale en fut affectée.
La baronne renversa la table et saisit une grande épée qu'elle fit tournoyer. Effarement chez les spectateurs lorsque l'épée passa à quelques millimètres du ballon. C'était en effet une cause d'annulation de la partie. Arao Bang eut le dessus, jusqu'à ce que, traversant les vitraux du salon, bondisse le sergent arrière gauche Smith et le trois quarts centre Wilbur, dit le conquérant. Wilbur subtilisa le ballon, fonça vers le puits des buts, lorsqu'une crise d'asthme, due à la présence de salpêtre auquel il était allergique, le terrassa. Il n'eut que le temps de sortir son spray vasodilatateur et de réussir une passe à Smith qui, accroché au lustre rococo du salon, récupéra la balle. Smith utilisa ses fumigènes et parvint à traverser la ligne de défense thaïlandaise. D'un bond, il sauta au fond du puits. Il sortit son couteau, ce qui s'avéra un bon réflexe, car les Thaïlandais avaient empli le puits de piranhas. Smith se débattit, oxy quelques poissons, mais succomba finalement sous les morsures. Il aurait dû allonger une passe au capitaine Foxbit, qui avait plongé à côté de lui et qui maintenant se faisait grignoter elle aussi par les piranhas. Dommage. Ça aurait pu donner un joli but à l'équipe néo-zélandaise, mais c'était toujours le problème avec Smith. Il jouait beaucoup trop perso. Les Thaïlandais récupérèrent le ballon avec des hameçons et voulurent à nouveau dégager en utilisant leurs catapultes pneumatiques lorsque l'ailier gauche, Burrow, ôta son masque, maquillé en thaïlandais. Son déguisement était remarquable, avec ses yeux bridés et sa peau mate. Le défenseur thaïlandais Lim voulut l'assommer d'un coup de gourdin. Trop tard. Quel suspense! Burrow eut le temps de livrer la passe à la baronne qui venait juste de se libérer de son carcan d'acier. Elle plongea dans le puits et nagea en apnée pour rejoindre le but thaïlandais. Les piranhas, complètement gavés depuis le dégagement de Smith et de Foxbit, la regardèrent foncer. Ils avaient besoin d'une pause pour digérer. Bu, 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 bu. 1-0 en faveur de la Nouvelle-Zélande. Ce fut du délire dans l'équipe néo-zélandaise. Tout le monde s'embrassait, se congratulait, s'étreignait, se déshabillait, se félicitait. Le ballon fut replacé au centre du terrain et un groupe de joueuses thaïlandaises enragées foncèrent sans rencontrer de résistance. Elles séduisirent facilement 24 joueurs néo-zélandais qu'elles étranglèrent ensuite. Une attaque au lance-flammes leur permit de s'enfoncer dans les lignes adverses. Bu! 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 La sirène de fin de match retentit sur ces entrefaites. Score 1-1. Égalité. Il importait coûte que coûte de départager les équipes. Les joueurs survivants se firent donc face sur la colline pour l'épreuve des tirs au but. En effet, malgré la constante évolution des règles, on n'avait toujours pas pensé à remplacer les tirs au but. Chaque joueur rescapé disposait d'une catapulte pneumatique au moyen de laquelle il devait envoyer le ballon dans un but placé, cette fois-ci, à même le sol. Le suspense était à son comble. Une taille se saisit du ballon. À l'aide de ses jumelles, elle estima la distance. Avec son doigt, elle tint compte de la vélocité du vent et plaça enfin le ballon sur la catapulte. Feu! Bu, 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 bu. Le ballon avait frappé le sol avec une telle violence qu'à la place du gardien de but néo-zélandais, on apercevait dorénavant un cratère. 2-1. Au tour d'un néo-zélandais de tenter sa chance. Il tira et manqua sa cible. Vague de cris de joie dans un camp et de sifflets dans l'autre. Le score final fut donc 2-1 en faveur de la Thaïlande, nouvelle championne du monde de football. Suite à ce match,
les pompes funèbres générales décidèrent, enthousiastes, de sponsoriser la prochaine rencontre. Le règne des apparences. Alors qu'il patientait tranquillement sur la chaise inconfortable d'une salle d'attente de médecin, Gabriel Nemrod eut soudain l'impression que face à lui, le tableau bougeait sur la paroi. Puis le mur tout entier vibra, se distordit jusqu'à finalement disparaître. Autour de lui, nul n'en parut affecté. Pourtant, à la place de la cloison, apparaissait désormais en caractère épais le mot « mur », avec entre parenthèses, épaisseur 50 cm, impression plate vers l'intérieur et béton peint vers l'extérieur, existe pour protéger des intempéries. Les lettres flottaient dans l'air. Gabriel resta quelques secondes à fixer cette bizarre apparition et aperçut par transparence ce qu'avait masqué le mur, la rue et ses passants. Il s'avança, passa une main au travers. Quand il recula, il y eut de nouveau comme un flou, puis le mur reprit sa place. Un mur normal, tout à fait normal. Il haussa les épaules et se dit qu'il avait été victime d'une hallucination. Après tout, s'il était venu consulter, c'est qu'il était las des migraines qui l'assaillaient sans cesse. Il se secoua et se décida à sortir pour marcher un peu dans la rue. Étrange quand même cet objet remplacé par les lettres de son nom. Gabriel Nemrod enseignait la philosophie dans un lycée et il se souvint d'avoir donné un cours sur le thème du signifiant et du signifié. N'avait-il pas appris à ses élèves que les choses n'existaient pas tant qu'on ne les avait pas nommées? Il se massa les tempes. Peut-être se laissait-il trop envahir par les questionnements de son métier. La veille, il avait relu la Bible. Dieu avait donné à Adam le pouvoir de nommer les animaux et les objets. Et avant, il n'existait pas. Gabriel finit par oublier l'incident. Les jours suivants, il se produit rien de spécial. Un mois plus tard, cependant, prenant la place d'un pigeon qu'il observait, il vit s'inscrire le mot « pigeon ». Et entre parenthèses, 327 grammes, mâle, plume de couleur gris-noir, roucoulement, do mi bémol, léger boitillement de la patte gauche, existe pour égayer les jardins. Cette fois, le mot définissant l'animal flotta dans l'air pendant une vingtaine de secondes. Il approcha sa main pour le toucher, et le mot pigeon s'envola, aussitôt, avec sa parenthèse au complet. Ce ne fut que haut dans le ciel qui redevint oiseau, suivi aussitôt de quelques femelles roucoulantes. Le troisième incident eut lieu à la piscine municipale proche de lui. Alors qu'il nageait paisiblement, il vit apparaître en grosses lettres le mot « piscine » et entre parenthèses « rempli d'eau chlorée, existe pour l'amusement des enfants et la musculation des adultes ». Ça a été trop. Convaincu de sombrer dans la démence, il se rendit tout droit chez un psychiatre. Et là, il reçut le choc de sa vie. Au sortir de la consultation qui s'était achevée sur la prescription d'anxiolytiques, il croisa un miroir en pied dans le couloir. En lieu et place de sa personne, il aperçut une étiquette sur laquelle était inscrit « Humain, 1m70, 65 kg, allure banale, air fatigué, lunettes. Existe pour détecter les erreurs du système. » La dernière révolte. Tu crois que ce sont eux? La sonnette avait égrené ses 3 notes. Papy Frédéric et Mamie Lucette se tairaient comme des animaux apeurés. Non, non, nos enfants ne les laisseraient jamais venir. Seb et Nanou ne nous ont pas donné de nouvelles depuis 3 semaines. Il paraît que les enfants font toujours ça avant que le CDPD arrive. Les 2 retraités se collèrent à la fenêtre et reconnurent le grand bus grillagé du CDPD, le fameux centre de détente, paix et douceur.
Le sigle était clairement affiché sur le véhicule, ainsi que le logo de ce service administratif, un fauteuil à bascule, une télécommande et une fleur de camomille. Des préposés en uniforme rose en sortirent, l'un d'eux dissimulant de son mieux le grand filet servant à attraper les retraités récalcitrants. Fred et Lucette se serrèrent l'un contre l'autre. Fred frémissait de colère. Leur propre progéniture les avait donc abandonnés. Leurs enfants bien-aimés les avaient dénoncés au CDPD. Jusqu'à ce jour, Fred avait juré la chose impossible. Pourtant, il savait que ce comportement devenait de plus en plus répandu. Depuis quelques années, des militants anti-vieux se faisaient moins discrets. Le gouvernement avait d'abord soutenu les anciens du bout des lèvres, puis les avait bien vite livrés à la vindicte populaire. Aux actualités du soir, un sociologue avait démontré que l'essentiel du déficit de la sécurité sociale était imputable aux plus de 70 ans. Puis les politiciens s'étaient engouffrés dans la brèche. Ils accusaient les médecins de prescrire des médicaments trop facilement, leur reprochant de prolonger la vie à tout prix pour conserver leur clientèle, sans se soucier de l'intérêt général. Très vite, les choses n'avaient fait qu'empirer. Des réductions budgétaires drastiques avaient succédé aux analyses. En premier lieu, le gouvernement interrompit la fabrication de cœurs artificiels. Puis l'administration gela les programmes régissant la mise au point de peaux, de reins et de foie de remplacement. Pas question que nos vieillards se transforment en robots immortels, avait déclaré le président de la République à l'occasion de son allocution du Nouvel An. La vie a une limite, il faut la respecter. Et il avait expliqué que troisième et quatrième âge consommaient sans produire, obligeant ainsi l'État à décréter des taxes impopulaires et donnant de plus une image rétrograde de la société française. En bref, il devenait clair que tous les problèmes économiques du pays étaient liés à la prolifération des personnes âgées. Chose étrange, nul n'avait relevé que ces propos émanaient d'un homme de 75 ans dont les performances étaient largement dues à une vigilance médicale de pointe. Après ce discours, le défraiement des médicaments et des soins avait été restreint pour les plus de 70 ans. À partir de 75 ans, on ne remboursait plus les anti-inflammatoires. À partir de 80 ans, les soins dentaires. À partir de 85 ans, les pansements gastriques. À partir de 90 ans, les analgésiques. Toute personne dépassant les 100 ans n'avait plus droit à aucun acte médical gratuit. La tendance plutôt publicitaire qui emboîtèrent le pas aux politiciens avec une campagne anti-vieux qui fit date. Premier slogan illustrant une nourriture pour chiens, « Flicky, la pâtée dont rêve votre grand-père ». Elle présentait un chien montrant les crocs à un vieillard qui tentait de lui dérober son écuelle. Pendant ce temps, le ministère de la Santé placardait une affiche « 65 ans, ça va, 70 ans, bonjour les dégâts ». Peu à peu, l'image de la vieillesse fut associée à tout ce que la société produisait de négatif. La surpopulation, le chômage, les taxes, la faute aux anciens qui refusent de quitter le manège une fois que leur tour de piste est terminé. Il n'était pas rare de trouver aux portes des restaurants la pancarte « Entrée interdite aux plus de 70 ans ». Plus personne n'osait prendre leur défense, de crainte d'apparaître comme un réactionnaire. Le carillon de la porte résonna encore. Fred et Lucette eurent un roulecorps. « N'ouvrons pas, ils croiront que nous sommes absents », murmura Fred, qui ne maîtrisait plus ses tremblements. De la fenêtre du premier étage, Lucette aperçut maintenant à l'intérieur du véhicule grillagé les Foultrans, un couple de voisins avec lesquels ils jouaient régulièrement au gin rami le samedi après-midi. Eux aussi avaient donc été abandonnés par leurs enfants. « Ouvrez, on sait que vous êtes là !» Le préposé, muni du filet à vieux, cognait à grands coups dans la porte d'entrée. Ils se pelotonnèrent l'un contre l'autre.
Aux coups de poing rageurs succédaient les coups de pied. Dans leur cage grillagée, les Foultrans baissaient la tête. Ils regrettaient de n'avoir pu avertir les autres. Le samedi précédent, encore, Fred et Lucette leur avaient rendu visite. La conversation avait roulé sur les lois anti-troisième âge. Selon eux, le CDPD n'était pas le pire. Les Foultrans affirmaient que certains enfants partaient même en vacances en attachant leurs vieux aux arbres pour ne pas avoir à les emmener. Et ils restaient là, plusieurs jours, sans manger, abandonnés aux intempéries. « Que se passe-t-il dans ces centres ?» avait demandé négligemment Lucette. Madame Foultran avait paru épouvantée. « Personne ne le sait. Une publicité prétend qu'on nous fait voyager, qu'il nous organise des excursions en Thaïlande, en Afrique, au Brésil. » Monsieur Foultran avait ricané. « Pure propagande officielle. Je ne vois pas pourquoi l'État qui estime que nous lui coûtons trop cher nous paierait en plus des vacances exotiques. Pour ma part, j'ai mon idée là-dessus et elle est bien moins optimiste. Là-bas, c'est tout simple. Ils nous piquent. » Qu'entendez-vous par là? Ils nous administrent une piqûre empoisonnée pour se débarrasser de nous. Impossible, ce serait trop... Oh, ils ne nous éliminent pas sur le champ. Ils nous gardent un peu au cas où nos enfants changeraient d'avis. Mais comment les gens peuvent-ils accepter de se laisser piquer? On leur dit qu'on leur administre un vaccin contre la grippe. Long silence. Et comment savez-vous cela, monsieur Foultran? Il n'avait pas répondu. Ce sont des rumeurs, avait tranché Frédéric. Je suis sûr qu'il ne s'agit que de rumeurs. Le monde ne peut pas être aussi dur. Vous avez imaginé cette histoire. Je vous envie de voir la vie en rose. Mais mon père disait déjà « Les optimistes ne sont que des gens mal informés », avait conclu M. Foultran en soupirant. En bas, les sbires du CDPD faisaient sauter la porte avec un pied de biche. Leur geste était assuré, quasi mécanique. Ils devaient faire ça 10 fois par jour. « Ne craignez rien !» cria-t-il. « Tout se passera bien, n'ayez pas peur !» Dans un geste de désespoir, Fred attrapa Lucette par la taille et d'un bond, ensemble, ils sautèrent par la fenêtre. Le tas de poubelles amortit leur chute. Fred, déterminé, bondit, tira Lucette par le bras, se précipita dans le bus du CDPD et devant les préposés médusés restés sur le trottoir, il s'installa au volant et démarra en trombe. Il roula longtemps, vers la montagne. À l'arrière, les 20 autres anciens étaient encore sous le choc. Lorsque le moteur s'arrêta, il y eut un long silence. « Je sais, » remarqua Fred, « nous avons peut-être commis une grosse sottise. Mais j'ai pour habitude d'écouter mes intuitions et là, le CDPD ne me disait vraiment rien qui vaille. » Les autres le regardaient toujours ébahis. Ils hésitèrent. Puis, M. Foultran lança un « Hurrah !» qui, après un temps, fut repris par tous les passagers, à l'exception de l'un d'entre eux. « Nous allons mourir !» dit l'Anglois, un octogénaire ratatiné. « De toute façon, nous étions condamnés à périr au CDPD », rétorqua Fred, qui, soudain, ne tremblait plus du tout. Les Foultans et les autres anciens s'empressèrent de remercier et de féliciter leur couple de héros, mais Fred les interrompit. « Pas de temps à perdre, la police ne va pas tarder à nous apparaître. Dépêchons-nous de nous réfugier dans la montagne. » Parvenus dans la forêt, les évadés furent saisis d'angoisse. « Il fait froid. C'est plein de bêtes sauvages ici. J'ai faim. Il y a sûrement des araignées et des serpents. Les piles de mon pacemaker sont en train de se décharger. Je suis sous antibiotiques. » Fred les fit taire. Il leur parla calmement et s'imposa vite comme leur chef. Après tout, il les avait tirés de leur cage, à lui donc de les prendre en main. Ils ne pouvaient allumer un feu tant que la police les rechercherait activement. En revanche, il était urgent de dénicher une grotte pour s'y abriter. Le sang-froid de Fred subjugua les autres. 1 heure plus tard, ceux qui étaient partis explorer les lieux revenaient en annonçant avoir découvert une caverne de bonne taille. Tous s'y rendirent. « Ici, nous pourrons allumer un feu sans danger. »
Madame Salbert, une grande fumeuse, malgré son cancer du poumon, sortit son briquet tempête. On entassa branchettes et brindilles, mais en bon Robinson amateur, Fred ne s'avéra guère doué pour cette forme nouvelle de scoutisme. La fumée envahit la caverne et ils durent se hâter de sortir pour respirer au grand air. Un vieillard de forte corpulence n'en eut pas le temps. À force de tousser, il fut victime d'une crise cardiaque. Ses compagnons l'ensevelirent à fleur de terre après une cérémonie funéraire improvisée. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Adieu Gontran. Après l'enterrement, Langlois, ancien journaliste scientifique, proposa un système d'évacuation des fumées de la caverne au moyen d'un trou creusé dans le plafond de terre. Ce fut leur première leçon de survie. Le lendemain, ils décidèrent de chasser. Sans arc, mais avec une bonne grosse pierre. Monsieur Foultran parvint à écrabouiller un écureuil malchanceux. Leur premier repas. Le surlendemain, la forêt se vengea. Madame Foultran décéda en chutant étourdiment de tout son long, bousculé par un lièvre récalcitrant. On l'enterra. Il n'était plus que 20. Le soir, au coin du feu, les anciens discutèrent. « Nous ne nous en sortirons jamais, » constata Madame Varnier, qui avait épuisé le stock de médicaments qu'elle avait emporté lors de son arrestation. « Les loups nous mangeront, la police nous retrouvera. » Fred rassura son monde. Sa voix prenait de plus en plus d'assurance. « Ici, nous ne risquons rien tant que nous ne nous faisons pas trop remarquer. Nous avons disparu depuis quelques jours. Ils doivent nous croire morts de froid ou dévorés par les bêtes sauvages. C'est là leur grande faiblesse. Ils sous-estiment les personnes âgées. » Monsieur Monestier marmonna « Je n'aurais jamais cru que nous en arriverions là. » Une grand-mère les prit à témoin. « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'avons jamais agi ainsi avec nos parents. » Fred coupa court à la discussion. « Cessez de ressasser vos souvenirs. Assez de jérémiades. Vivons dans le présent. Vous savez parfaitement que nos enfants ont le cerveau lavé par ce culte de la jeunesse éternelle. À force de ne se consacrer qu'à la beauté physique et à sa religion, la chasse au kilo, aux rides et à la gymnastique obligatoire, ils deviennent stupides. Mais ce n'est pas en nous éliminant qu'ils la conserveront, leur jeunesse. » La petite communauté l'acclama. Soudain, ils distinguèrent une silhouette à l'entrée de la caverne. D'un coup, tous les anciens bondirent sur les javelots qu'ils avaient fabriqués et mirent en joue l'arrivant. Ils tremblaient tellement, cependant, qu'ils auraient été bien incapables d'ajuster leurs tirs. Après la première silhouette, en apparut une deuxième, puis une troisième, et une quatrième. La panique gagna le groupe de bannis. Refrénant sa propre peur, Fred saisit une torche et s'avança. « Vous êtes du CDPD ?» demanda-t-il, en s'efforçant de contrôler sa voix. Il s'approcha. Les créatures n'étaient ni des policiers, ni des infirmiers. Il n'y avait là que des anciens, comme eux. « Nous nous sommes évadés d'un centre. Nous avons appris votre évasion et nous vous recherchons depuis plusieurs jours, » expliqua un vieil homme voûté. « Je suis le docteur Wallenberg. » « Et moi, Madame Wallenberg, » déclara une femme édentée. « Enchanté et bienvenue, » dit Fred, rasséréné. « Nous sommes une dizaine. Il faut que vous sachiez que pour tous les anciens du pays, vous êtes des héros. La nouvelle s'est vite répandue. Tous savent que vous vous êtes échappés et que vous avez survécu. Les autorités ont voulu faire croire que vos cadavres avaient été retrouvés, mais il était facile de se rendre compte qu'il s'agissait d'images truquées. Ces cadavres étaient beaucoup trop jeunes. » Ils éclatèrent de rire. Ils n'avaient pas ri aussi gaiement depuis fort longtemps. Et cet accès d'hilarité en fit tousser, rougir et transpirer plus d'un. Ils étaient désormais 24. Les nouveaux arrivants apportaient avec eux des objets précieux, papier, stylos, couteaux, sonotones, lunettes, cannes, médicaments, ficelles. Le docteur Wallenberg exhiba même une carabine à répétition surplus de la guerre de Corée à laquelle il avait participé en tant que volontaire.
Fantastique! Nous avons là de quoi soutenir un siège, s'exclama Lucette. Oui, et je suis convaincu que d'autres viendront nous rejoindre. Jusqu'ici, ceux qui s'évadaient n'avaient ni espoir ni possibilité de refuge. Et c'est pour cela qu'ils se faisaient toujours reprendre. Maintenant, ils savent qu'ici, dans nos montagnes, tout est possible. Je suis certain qu'à l'heure qu'il est, des centaines d'anciens ratissent la région. En effet, jour après jour, de nombreux vieillards vinrent grossir les rangs des révoltés. Beaucoup mouraient d'épuisement en arrivant, ou peu après, faute de médicaments adaptés, mais ceux qui survivaient s'endurcissaient vite. Très adroit, le docteur Wallenberg apprit à ses compagnons à fabriquer des collets pour chasser le lapin. Quant à son épouse, excellente botaniste, elle leur enseigna comment reconnaître les champignons comestibles. Ils avaient, hélas, subi quelques pertes avec des champignons suspects. Et comment planter céréales et légumes? Jadis électricien, M. Foultran se lança dans la construction d'une éolienne dont les pales discrètes dépassaient à peine les arbres. Grâce à cet engin, ils eurent bientôt de la lumière dans la caverne. Fred se chargea des canalisations qui apportèrent dans leur habitation l'eau d'une source voisine. La vie dans la forêt devenait plus facile. Chacun se considérait comme un survivant, et ainsi que le soulignait Fred, chaque jour que nous passons ici est un miracle. Ils furent bientôt une centaine regroupés dans cette caverne et les grottes avoisinantes. Fred et Lucette devinrent des personnages de légende, redoutés du CDPD et admirés de tous ceux qui passaient le cap des 70 ans. Fred réussit à se faire photographier dans le maquis et son portrait s'afficha bientôt en douce dans les maisons des plus âgés. Il trouva un nom pour son groupe de réfractaires, les Renards Blancs, et un slogan pour les rassembler, « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Et puis, ils décidèrent de s'adresser à la population et rédigèrent un tract. « Respectez-nous, aimez-nous. Les anciens peuvent garder les tout-petits, ils peuvent tricoter des pulls verts. Les anciens peuvent repasser et cuisiner, toutes ces choses qui prennent du temps et répugnent aux jeunes. Nous savons encore les faire, parce que nous n'avons pas peur de l'écoulement du temps. L'homme, en tuant ses anciens, se comporte comme les rats qui éliminent systématiquement les éléments les plus faibles de leur société. Nous ne sommes pas des rats. Nous savons être solidaires et vivre en société. Si l'on assassine les plus faibles, il ne sert à rien de vivre en groupe. Finissons-en avec les lois anti-vieux. Sachez nous utiliser plutôt que nous éliminer. » Et ils s'arrangèrent pour distribuer cet appel à travers tout le pays. Mais Fred n'était pas satisfait. Un jour, il décida qu'il ne suffisait plus de protéger leur propre communauté. Il fallait également libérer tous les anciens encore prisonniers des CDPD. Les plus dynamiques des Renards Blancs se déguisèrent alors en jeunes, se teignirent les cheveux et se munirent de faux papiers, les présentant comme des enfants pris de remords, venus au terme de la période de réflexion récupérer leurs aïeux. Peu à peu, face à une telle recrudescence de repentis, les autorités furent intriguées, et cela sema le doute. On exigea dès lors de toute personne se présentant pour reprendre ses parents qu'elle exhibe d'abord ses mains. Celles-ci trahissent toujours l'âge de leur propriétaire. Fred décida alors de passer à la guérilla urbaine. Tous les membres de la section Action des Renards Blancs attaquèrent en masse un centre de détente, paix et douceur, libérant ainsi de leur cage une cinquantaine d'anciens, et leur troupe s'agrandit encore. Elle devenait une véritable armée, l'armée des Renards Blancs. La police et le CDPD localisèrent leur implantation dans la montagne et tentèrent plusieurs fois de les attaquer, mais de vieux généraux les avaient rejoints avec des stocks d'armes. Ils ne disposaient plus seulement de malheureux arcs pour protéger leur camp, mais bel et bien de fusils mitrailleurs et de mortiers de 60 mm. Constitué de ministres et secrétaires d'État dans la force de l'âge, le nouveau gouvernement refusait de céder. Les vieilles personnes étaient arrêtées à leur domicile par des escouades de plus en plus fournies. Tout se passait comme si les autorités voulaient achever la besogne avant que la révolte ne se généralise dans tout le pays. Le CDPD n'utilisait plus des autobus, mais des fourgons blindés réquisitionnés auprès des banques.
Loin de lâcher du lest, le gouvernement s'enferra dans une politique de plus en plus draconienne. Interdiction aux plus de 60 ans de travailler. Interdiction aux enfants de soutenir leurs parents. En réaction, les raids des renards blancs s'intensifièrent. Des deux côtés, les positions se durcirent. La caverne et les grottes s'étaient transformées en places fortes. Plus sûre, plus confortable, la vie dans la montagne était devenue agréable, et ils l'admettaient volontiers, vivre dans la clandestinité constituait pour eux une formidable cure de jouvence. Ils espéraient que leur armée de réfractaires réussirait à inquiéter les autorités au point de les pousser à modifier leur législation anti-vieux ou inciterait le président à composer avec eux. Bien au contraire, le ministre de la Santé imagina une parade visant à mettre un terme définitif à l'aventure. Pas de stratagème héroïque pour contraindre ces rebelles à rentrer dans le rang, mais la grippe, tout simplement. Des hélicoptères larguèrent en grande quantité des échantillons de virus au-dessus de la forêt. Lucette mourut la première. Fred refusa néanmoins de céder. Évidemment, ils avaient besoin d'urgence de vaccins, mais l'État avait préventivement ordonné la destruction de tous les stocks. La contagion était donc inévitable. Les pertes se multiplièrent. 3 semaines plus tard, la police ne rencontra aucune résistance lorsqu'elle vint arrêter ce qu'il restait de renards blancs. Fred fut capturé par une nouvelle section du CDPD, composée exclusivement de jeunes gens de moins de 20 ans. Avant de périr sous l'effet de la piqûre, la légende assure que Fred regarda froidement son bourreau dans les yeux et lui asséna « Toi aussi, un jour, tu seras vieux. »